Derek Bierry a construit l'empire Vice Grip Garage à partir de rien, transformant une humble passion en un phénomène YouTube qui a inspiré des millions de personnes à prendre leurs outils et à réparer des automobiles oubliées depuis longtemps. Sa ferveur authentique et son approche terre-à-terre ont consolidé son statut de véritable héros au sein de la communauté des bricoleurs automobiles. Cependant, ce monde a brusquement et violemment explosé. Soudain, le récit est passé du régime moteur à l'intrusion d'agents fédéraux, à des allégations de véhicules volés, de documents falsifiés et à un partenaire commercial qui semblait s'être volatilisé sans laisser de traces. L'homme même qui avait consacré sa vie à sauver des classiques rouillés de l'oubli des parcs à ferraille se trouvait maintenant confronté à de graves accusations qui ont finalement abouti à une peine d'emprisonnement à vie. La question de savoir comment quelqu'un passe de la restauration de l'espoir à la perte totale de sa liberté est obsédante. La réponse se trouve peut-être dans les moindres détails d'une révision du tambour arrière. Oui, plus précisément des cylindres de roue arrière. La réponse révèle une histoire beaucoup plus sombre et tordue que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Il s'agit d'un récit édifiant sur la confiance, la trahison et un système judiciaire qui a terriblement mal tourné. Pour comprendre la chute, il faut se pencher sur les débuts et l'ascension fulgurante de l'homme derrière la clé à molette. Derek Bierry n'a jamais orchestré de plan d'ensemble pour devenir célèbre. C'était simplement un homme qui aimait profondément les voitures et qui détestait les voir pourrir dans des champs négligés. Bien avant que YouTube ne connaisse son nom, Derek travaillait comme technicien automobile dans une petite ville du Minnesota. Bien que ce travail permette de payer les factures nécessaires, il a lentement écrasé son esprit. Le poids étouffant des règles de l'entreprise, les montagnes interminables de paperasse et les interactions avec les clients qui ne se soucient que de la solution, la moins chère possible, l'ont épuisé année après année. Il a tenté de gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à la direction dans l'illusion qu'un emploi de bureau pourrait lui apporter une certaine forme de soulagement. Plus il s'éloignait de la réalité tactile des clés et des moteurs, plus son existence devenait misérable. Par conséquent, dans 2018, Derek a pris une décision qui allait fondamentalement changer la trajectoire de sa vie. Il s'est éloigné de la sécurité du monde de l'entreprise et est revenu à ce qu'il aimait le plus, l'art de ramener des voitures mortes à la vie. Il ne possédait pas d'atelier sophistiqué ou d'équipement de pointe coûteux. Son garage n'était rien de plus qu'une allée de gravier, une boîte à outils de base et le matériel qu'il pouvait emprunter à ses amis. Là où la plupart des gens n'auraient vu que des limitations et des obstacles, Derek voyait une liberté absolue. Il a commencé à se filmer en train de sauver des véhicules abandonnés dans des granges qui s'effondraient, des champs envahis par la végétation et des entrepôts oubliés. Le concept était merveilleusement simple, trouver une voiture qui n'avait pas roulé depuis des décennies, diagnostiquer ce qui n'allait pas la réparer sur place et la ramener à la maison. Il n'y avait pas de scénario, pas de drame, fabriquer juste une résolution honnête des problèmes et un enthousiasme sincère. Son travail de caméra était bancal et son montage était certes approximatif, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les gens se sont immédiatement sentis concernés par cette authenticité crue. La chaîne Vice Grip Garage s'est développée plus rapidement que prévu. En quelques mois, des milliers d'abonnés ont regardé Derek redonner vie à des véhicules que la plupart des mécaniciens auraient envoyés directement à la casse. Il a expliqué chaque étape dans un langage simple et sans prétention, rendant les réparations complexes accessibles aux gens ordinaires. Il a célébré les petites victoires et a eu l'humilité de rire de ses propres erreurs. Les spectateurs ne se contentaient pas de regarder passivement ses vidéos. Ils avaient l'impression d'être dans l'allée à ses côtés. En 2020, Derek avait franchi le cap monumental du million d'abonnés. Cette réussite paraissait surréaliste pour quelqu'un qui n'avait commencé qu'avec une caméra de téléphone et un rêve, mais il n'a pas ralenti. Au contraire, ce succès écrasant l'a poussé à travailler encore plus dur. La chaîne a continué à grimper, atteignant 2 millions d'abonnés en 2024 et consolidant le statut de Derek comme l'une des voix les plus influentes et les plus appréciées dans le monde du bricolage automobile. De grands sponsors ont commencé à l'appeler et Motortrend, l'un des plus grands géants des médias automobiles, lui a proposé un partenariat télévisuel prestigieux. Derek Bierry était passé avec succès du statut d'employé d'entreprise épuisé à celui de figure nationale, inspirant des millions de personnes à prendre des clés et à s'attaquer à des projets qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Mais le succès, à ce niveau stratosphérique, attire l'attention de toutes parts, et celle-ci n'est pas toujours bienveillante.
La même visibilité très médiatisée qui a apporté des opportunités lucratives a également créé de dangereuses vulnérabilités. Lorsque vous devenez le visage public d'un empire entièrement construit sur la confiance et l'authenticité, vous devenez inévitablement la cible principale lorsque cette confiance est brisée. Derek était sur le point de prendre une décision critique qui placerait tout ce qu'il avait construit directement dans le collimateur de force qu'il n'avait jamais vu venir. Ce qui semblait être l'opportunité d'une vie était en réalité le début d'un cauchemar déchirant. Tout a commencé par un investissement dans une voiture de collection. Derek et un petit groupe d'amis de confiance discutaient depuis des mois de la possibilité de développer Vice Grip Garage pour en faire quelque chose de beaucoup plus important. Alors que la chaîne YouTube était florissante, ils voyaient tous le potentiel d'aller plus loin. Ils aspiraient à créer une série télévisée complète axée sur la restauration de voitures américaines classiques, le genre de véhicule qui raconte des histoires riches sur les différentes époques de l'histoire automobile. Ce serait une entreprise coûteuse et ambitieuse, mais avec l'audience massive de Derek et le soutien de Motor Trend, elle semblait tout à fait réalisable. C'est alors que l'occasion parfaite s'est présentée. Un collectionneur du Midwest était en train de vendre un lot massif de voitures de collection. Cette collection comprenait des dizaines de véhicules des années 50, 60 et 60, dont des Chevrolet, des Ford et des Chrysler. Certains étaient en bon état, tandis que d'autres étaient à peine reconnaissables en tant que voitures. Le vendeur souhaitait vendre l'ensemble de l'inventaire en une seule transaction. C'était exactement ce que l'équipe de Derek recherchait, suffisamment de projets de véhicules pour alimenter une saison entière de contenu et peut-être même plus. Derek et ses partenaires ont mis leurs ressources en commun et ont fait l'investissement. Les chiffres étaient importants, mais ils semblaient gérables lorsqu'ils étaient mis en balance avec leurs fonds combinés et les fonds de parrainage prévus. Ils se sont envolés pour inspecter le terrain marchand à travers des rangées d'histoires automobiles couvertes d'épaisses couches de poussière et de rouille. Chaque voiture représentait un épisode potentiel, une histoire de restauration et un morceau de la culture américaine sauvé de la casse. L'excitation dans l'air était électrique. Il ne s'agissait pas seulement d'une expansion de l'entreprise, mais de la réalisation d'un rêve qu'ils construisaient depuis des années. Cependant, la paperasserie s'est rapidement compliquée. Bien que plusieurs personnes investissent, quelqu'un devait être le nom principal sur tous les documents. Derek, en tant que visage public et principal moteur du projet, a accepté de jouer ce rôle. Sa signature a été apposée sur les contrats d'achat, les documents de transfert et les formulaires d'assurance. Son nom est devenu le propriétaire officiel de l'ensemble de la collection. Tout le monde se faisait entièrement confiance. Il s'agissait d'amis travaillant à la réalisation d'une vision commune, et personne n'a pensé à deux fois aux implications juridiques potentielles. L'équipe de Derek a engagé des sociétés de transport, coordonné les horaires et tout documenté en vue d'un éventuel contenu en coulisses sans savoir que le piège était déjà tendu. Les sponsors ont été informés de l'ampleur du projet. Les médias ont commencé à publier des articles en avant-première sur la nouvelle orientation ambitieuse de Vice Grip Garage. Les publications du secteur ont parlé d'un accord historique qui pourrait remodeler la télévision sur la restauration automobile. Tout se déroulait exactement comme prévu. Les véhicules sont arrivés sur plusieurs semaines. Chaque livraison apportait son lot d'excitation et de nouvelles découvertes. Certaines voitures étaient meilleures que prévu, peinture d'origine encore visible sous des décennies de crasse moteur qui pourraient tourner avec un peu de travail. D'autres étaient pires, cadres pourris intérieurs détruits par les rongeurs, pièces détachées vendues des années plus tôt. Mais cela fait partie de l'aventure. Derek a construit toute sa réputation en s'attaquant à des projets impossibles. Son public va se régaler. C'est alors que survient l'appel téléphonique qui va tout changer. Une vérification de routine des antécédents de l'un des véhicules révèle quelque chose de profondément erroné. Le numéro d'identification de la voiture correspond à une déclaration de vol déposée dans un autre État des années plus tôt. Le véhicule avait été volé et d'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé sur le terrain que Derek venait d'acheter. Les enquêteurs ont commencé à poser des questions. Ils voulaient voir les documents prouvant le transfert légitime de la propriété. Derek a fourni tout ce qu'il avait. Acte de vente, titre de propriété, documents de transfert. Tout cela avait l'air officiel et complet, sauf que ce n'était pas le cas. L'analyse médico-légale des documents a révélé que le titre de propriété du véhicule volé avait été falsifié par des experts, et pas seulement récemment. Les faux documents avaient été créés il y a des années, et avaient fait l'objet de multiples transactions gagnant en légitimité à chaque transfert. Au moment où Derek a acheté la voiture,
Les documents semblaient tout à fait corrects pour quiconque ne savait pas ce qu'il fallait chercher. Mais les enquêteurs fédéraux savaient exactement ce qu'ils avaient sous les yeux, une opération sophistiquée de vol de véhicules qui durait depuis des années. Le FBI a ouvert une enquête formelle. Ils ne se sont pas contentés d'examiner la voiture volée, ils ont examiné tous les véhicules de la collection de Derek. D'autres problèmes sont apparus. Plusieurs autres voitures présentaient une documentation douteuse. Certains numéros de VIN ne correspondaient pas au registre d'usine. D'autres avaient des historiques de titres qui n'étaient plus valables ou qui se contredisaient. Ce qui semblait être une transaction commerciale en bonne et due forme était en fait truffé de fraude qui précédait de plusieurs années l'implication de Derek. Ensuite, l'associé qui s'était occupé de la plupart des documents relatifs au titre de propriété a disparu. Il s'est tout simplement volatilisé. Numéro de téléphone déconnecté, médias sociaux supprimés, adresse de réexpédition ne menant nulle part. Derek s'est soudain retrouvé comme la seule personne encore debout. Son nom figure sur tous les documents. Il est interrogé par des enquêteurs fédéraux spécialisés dans les réseaux de vol de voitures. En quelques jours, les médias ont eu vent de l'affaire et ont commencé à en faire les gros titres. Une star de YouTube prise dans un scandale de voitures volées. Le récit était déjà écrit et Derek était désigné comme le méchant. Mais le véritable architecte de la fraude s'est déjà éclipsé, laissant Derek en possession de toutes les preuves, mais d'aucune des réponses. La crise s'installe. L'enquête a progressé rapidement et a été menée dans toutes les directions à la fois. Des agents du FBI se sont présentés à la propriété de Derek avec des mandats de perquisition. La police de l'État a saisi ses ordinateurs, ses téléphones et des classeurs remplis de documents commerciaux. Un groupe de travail multi-étatique sur le vol de voitures a commencé à passer au peigne fin des années de transactions dans les garages de Vice-Grip à la recherche de modèles et de connexions. Tous les véhicules que Derek avait achetés, restaurés ou présentés dans une vidéo ont été passés au crible. Les enquêteurs ont analysé les métadonnées de milliers de photos et de vidéos. La trace numérique de Derek est devenue une preuve dans une affaire fédérale qu'il n'avait jamais vue venir. La destruction publique a commencé encore plus vite que les problèmes juridiques. Quelqu'un a divulgué des détails de l'enquête sur des forums automobiles et des groupes de médias sociaux. En quelques heures, l'histoire a explosé sur Internet. Des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Vice-Grip Garage ont soudain eu des opinions bien arrêtées sur la culpabilité de Derek. Les commentaires sont devenus vicieux. Les anciens fans se sont sentis trahis et ont laissé éclater leur colère, fruit de leur déception. Les critiques qui avaient toujours vu d'un mauvais œil le succès de Derek ont saisi l'occasion de s'emparer de la question. La nuance de la situation, à savoir qu'il aurait pu se faire escroquer lui-même, a été noyée sous des vagues d'indignation et de spéculation. Les médias ont senti le sang couler. De vieilles images de garage avec étau ont été montées et recontextualisées pour faire passer des moments innocents pour des moments suspects. Une vidéo montrant Derek en train de ramasser une voiture en riant est soudain devenue la preuve que quelqu'un savait ce qu'il faisait. Des clips le montrant en train de négocier des prix ont été présentés comme la preuve d'une intention criminelle. Des émissions d'information sur le divertissement ont diffusé des séquences demandant comment quelqu'un pouvait être aussi naïf, laissant entendre que Derek devait savoir qu'il s'occupait de véhicules volés. Les youtubeurs rivaux et les concurrents du secteur qui avaient passé des années à observer l'ascension fulgurante de Derek n'ont pas pu résister à l'occasion. Certains ont fait des vidéos de réponse exprimant leur inquiétude tout en évitant soigneusement les accusations réelles, se contentant de soulever des questions et de laisser leur public tirer des conclusions. D'autres ont été plus directs, qualifiant Derek de fraudeur et exigeant qu'il perde tout ce qu'il avait construit. Quelques créateurs qui avaient collaboré avec Vice-Grip Garage dans le passé ont rapidement supprimé ces vidéos et publié des déclarations prenant leur distance avec Derek. Personne ne voulait être associé à ce scandale. L'effondrement financier a suivi et il a été brutal. Des sponsors importants ont résilié leurs contrats dans les jours qui ont suivi la publication de l'enquête. Des entreprises qui avaient payé des primes pour figurer dans le contenu des garages Vice-Grip ont soudain voulu se désolidariser de la marque. Le contrat de télévision Motor Trend a été immédiatement suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête. Les partenaires d'investissement de Derek sont confrontés à leur propre cauchemar. L'argent qu'ils avaient mis en commun pour le projet de voiture de collection est désormais gelé comme preuve. Les amitiés qui semblaient indéfectibles commencent à se briser sous la pression de la perte financière et du risque juridique. C'est alors que la situation est devenue véritablement dangereuse. Quelqu'un a publié l'adresse du domicile de Derek sur plusieurs plateformes.
Sa famille a commencé à recevoir des menaces, des messages de colère, des colis inquiétants et des appels téléphoniques à toute heure. Des gens sont passés devant leur maison pour filmer des vidéos destinées aux médias sociaux. Des équipes de journalistes locaux ont campé à l'extérieur dans l'espoir de filmer Derek avec un air coupable ou effrayé. En l'espace de 2 semaines, Derek a déménagé sa famille de leur maison et l'a installé dans un logement temporaire dans un lieu non divulgué. Sa femme a cessé de publier des messages sur les médias sociaux. Ses enfants ont dû changer d'école au milieu du semestre. La communauté qui avait autrefois célébré Derek Bierry s'est retrouvée divisée et désorientée. Les fans de longue date ont eu du mal à concilier la personne qu'ils pensaient connaître avec les accusations qui fusaient de toutes parts. Certains sont restés fidèles, arguant que Derek était manifestement victime d'un coup monté. D'autres se sont sentis stupides de lui avoir fait confiance, convaincus que toute la marque du garage Vice Grip avait été construite sur des mensonges. Les salons de l'automobile et les rencontres auxquelles Derek avait prévu de participer ont annulé ses apparitions. Les avocats de Derek lui ont dit de garder le silence, de les laisser s'occuper de tout, de ne pas alimenter le cirque médiatique. Mais garder le silence l'a fait paraître coupable aux yeux de millions de personnes qui voulaient des explications. Chaque jour sans réponse ressemblait à un aveu. Derek voyait tout ce qu'il avait mis des années à construire s'effondrer en temps réel, alors qu'on lui conseillait légalement de ne rien dire et de ne rien faire. Il était pris au piège d'un cauchemar où la vérité semblait avoir moins d'importance que la narration. Le pire était de savoir que quelque part la personne qui avait orchestré la fraude assistait à la destruction de Derek et dormait très bien. Le procès a commencé 18 mois après le début de l'enquête initiale. À ce moment-là, Derek avait presque tout perdu à l'exception de son équipe d'avocats et d'un cercle de plus en plus restreint de partisans qui croyaient encore en son innocence. L'accusation s'est préparée avec un dossier basé sur une documentation accablante. Elle a présenté une montagne de preuves qui pointaient toutes vers le nom de Derek sur chaque transaction, chaque transfert de titre, chaque document lié au véhicule volé. Sa signature numérique apparaissait des centaines de fois sur des documents qui, selon le gouvernement, prouvaient qu'il était à la tête d'une opération sophistiquée de fraude sur les véhicules. Les procureurs ont dépeint Derek comme un escroc qui avait construit tout son personnage sur YouTube pour couvrir une activité criminelle. Ils ont fait valoir que Vice Grip Garage n'avait pas vraiment pour but de restaurer des voitures, mais de créer une entreprise d'apparence légitime qui pouvait faire passer des véhicules volés dans le système sans éveiller de soupçons. Chaque vidéo positive sur le sauvetage d'une trouvaille dans une grange est devenue la preuve que quelqu'un avait établi sa crédibilité pour cacher des intentions plus sombres. Les avocats du gouvernement étaient habiles à prendre le contenu de Derek lui-même et à le déformer en quelque chose de sinistre. Les preuves les plus préjudiciables provenaient des véhicules eux-mêmes. Les enquêteurs judiciaires ont remonté la piste de plusieurs voitures de la collection de Derek à partir de déclarations de vol déposées des années plus tôt dans différents États. Les numéros d'identification des véhicules ont été modifiés sur certains d'entre eux, tandis que d'autres ont été dotés de documents complètement inventés, qui paraissent suffisamment vrais pour tromper un simple inspecteur mais qui s'effondrent sous l'analyse d'un expert. L'accusation a montré au jury des tableaux détaillés reliant les achats de Derek à un réseau de transactions de véhicules volés remontant à près de 10 ans. Puis sont venus les témoignages qui ont scellé le sort de Derek. Son ancien partenaire, celui qui avait disparu au début de l'enquête, est soudain réapparu comme témoin de l'accusation. Il avait conclu un accord avec les procureurs fédéraux en échange de son témoignage contre Derek. Il affirmait que Derek était le cerveau de l'affaire, qu'il avait recruté d'autres personnes pour l'aider à déplacer des voitures volées et qu'il avait choisi des véhicules difficiles à retrouver. Le partenaire se présentait comme un assistant naïf qui n'avait compris que trop tard ce que Derek faisait réellement. Une autre collègue a apporté son propre témoignage. Elle a affirmé avoir averti Derek à plusieurs reprises que certains documents semblaient suspects. Elle a déclaré que Derek avait ri de ses inquiétudes et lui avait dit de ne pas s'inquiéter pour les détails. Elle a déclaré que Derek lui avait expressément demandé de se concentrer sur la création de contenu et de le laisser s'occuper de l'aspect commercial. Son témoignage a fait passer Derek pour quelqu'un qui a sciemment ignoré les signaux d'alarme parce qu'il profitait trop pour s'en soucier. La salle d'audience est devenue un spectacle public. Chaque matin, les caméras de télévision s'alignaient à l'extérieur. La tribune se remplissait d'un étrange mélange de partisans de Derek portant des marchandises du garage Vice Grip et d'anciens fans en colère qui voulaient le voir payer pour avoir trahi leur confiance.
Le procès est devenu un divertissement pour les gens qui le suivaient en ligne, disséquant chaque jour les témoignages sur les forums et les médias sociaux. Des analystes juridiques sont apparus à la télévision pour expliquer pourquoi la stratégie de défense de Derek ne fonctionnait pas. L'industrie automobile a suivi de près, sachant que le verdict enverrait un message sur la responsabilité dans leur monde. L'équipe de défense de Derek a tenté de faire valoir qu'il était victime de la même fraude qui avait trompé les forces de l'ordre pendant des années. Ils ont souligné la disparition soudaine de l'associé manquant comme preuve que quelqu'un d'autre avait tout orchestré. Ils ont fait comparaître des témoins de moralité qui ont parlé de l'intégrité de Derek et de sa passion pour la restauration automobile légitime. Mais rien de tout cela n'a compté face au poids de la documentation portant le nom de Derek. Le jury a délibéré pendant 3 jours. À son retour, il a rendu un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Le juge a condamné Derek Bierry à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Ses avoirs ont été immédiatement gelés. Le contenu du garage Vice Grip a été retiré de plusieurs plateformes dans l'attente d'un examen juridique. L'homme qui avait inspiré des millions de personnes à réparer des voitures et à poursuivre leurs rêves est sorti de la salle d'audience menottes au poignet, tandis que des caméras ont filmé chaque instant. Mais dans les dossiers, il y avait des preuves que personne n'avait pris la peine d'examiner. Des preuves qui allaient finalement prouver que Derek avait toujours dit la vérité. 3 mois après la condamnation de Derek, le deuxième acheteur à avoir vu les mêmes faux, un homme nommé Robert Callahan, s'est présenté avec une histoire que personne au sein des forces de l'ordre ne voulait entendre. Monsieur Callahan vivait dans l'Ohio et n'avait aucun lien avec Derek Bierry ou le garage Vice Grip. Il avait simplement suivi la couverture du procès par curiosité parce qu'il était un passionné de voitures classiques. Lorsqu'il a vu les photos des faux titres de propriété présentés comme preuve contre Derek, un déclic s'est produit dans sa mémoire. Il avait déjà vu ces mêmes faux des années auparavant, lorsqu'il avait failli commettre la même erreur que Derek. Callahan a contacté l'équipe juridique de Derek et leur a raconté un incident survenu lors de 2015. Il avait négocié l'achat d'une Chevrolet de collection auprès d'un vendeur qui opérait par le biais de petites annonces en ligne et de recommandations de bouche à oreille. La transaction a semblé légitime à première vue. La voiture était magnifique. Le prix était raisonnable et le vendeur a fourni une documentation complète, y compris le titre de propriété, l'historique de l'immatriculation et l'acte de vente. Tout avait l'air officiel et correctement notarié. Callahan était prêt à conclure l'achat jusqu'à ce qu'un petit détail le fasse réfléchir un sceau légèrement mal aligné sur l'un des documents qui n'avait tout simplement pas l'air d'aller. Il a apporté les documents à un bureau de la DMV et a demandé à ce que tout soit vérifié avant de remettre l'argent. Le greffier a immédiatement remarqué des incohérences. Le cachet du notaire ne correspondait pas aux registres officiels. Le titre avait été imprimé sur du papier qui n'avait pas été utilisé au cours de l'année où la voiture était censée avoir été immatriculée. Quelqu'un avait créé des faux incroyablement convaincants, mais ils n'étaient pas tout à fait parfaits. Les documents que Callahan a apportés aux autorités dans 2015 étaient du même style, du même format et de la même technique de falsification que ceux qui sont apparus plus tard dans l'affaire de Derek. Ils provenaient de la même opération. Callahan a fait tout ce qu'il fallait. Il a déposé un rapport de police auprès de son service local, a remis tous les documents falsifiés à titre de preuve et a fourni les coordonnées du vendeur. Il s'attendait à ce que les enquêteurs poursuivent l'affaire de manière agressive. Au lieu de cela, rien ne s'est produit. Le rapport a été classé et oublié. Aucun inspecteur ne l'a suivi. Aucune enquête n'a été ouverte sur le vendeur ou sur l'opération de falsification. Les faux documents sont restés dans une armoire, à preuve quelque part prenant la poussière, tandis que le réseau de fraude a continué à fonctionner pendant 7 années supplémentaires. Jusqu'à ce que Derek achète ses voitures. Cette révélation a été dévastatrice pour de multiples raisons. Elle a prouvé que Derek était tombé sur une opération criminelle préexistante qui fonctionnait avec succès depuis des années. Les faux documents ne provenaient pas de Derek ou de son équipe. Ils avaient été créés par des professionnels qui escroquaient les acheteurs bien avant que Vice Grip Garage n'existe. Plus important encore, cela a montré que les forces de l'ordre avaient été averties de cette fraude des années auparavant et qu'elles n'avaient absolument rien fait pour l'arrêter. Si le rapport de Callahan avait fait l'objet d'une enquête appropriée dans 2015, Derek n'aurait jamais rencontré ces véhicules volés dans 2022. Les avocats de Derek ont immédiatement déposé des requêtes pour un nouveau procès sur la base de ces nouvelles preuves.
Ils ont fait valoir que la théorie de l'accusation selon laquelle Derek était le cerveau n'avait aucun sens, alors que les mêmes contrefaçons circulaient depuis des années avant son implication. Des journalistes indépendants ont commencé à chercher combien d'autres acheteurs auraient pu être confrontés à la même opération frauduleuse. Ils ont trouvé au moins 4 autres cas dans 3 États où des personnes avaient signalé des documents de véhicules suspects correspondant au modèle. Aucun de ces rapports n'avait déclenché d'enquête sérieuse non plus. La communauté des voitures de collection s'est à nouveau indignée cette fois contre le système judiciaire qui avait poursuivi Derek tout en ignorant les véritables criminels. Les partisans qui étaient restés silencieux pendant le procès se sont manifestés pour demander au procureur de réexaminer l'affaire. Les experts juridiques qui ont examiné les preuves fournies par Callahan ont déclaré qu'elles soulevaient de sérieuses questions sur le fait que Derek avait été poursuivi simplement parce qu'il était la cible la plus visible plutôt que le coupable le plus important. Les véritables architectes de la fraude s'étaient cachés derrière de multiples couches de transactions, laissant la célébrité et la documentation de Derek en faire le parfait bouc émissaire. Mais pour obtenir un nouveau procès, il faudrait convaincre le même système qui avait déjà déclaré Derek coupable d'admettre qu'il avait pu se tromper de façon catastrophique. Conséquences et effets de ricochet. La famille de Derek a disparu de la vie publique presque immédiatement après la condamnation. Sa femme a changé de nom légalement et a déménagé avec leurs enfants dans un autre État où personne ne les a reconnus. Les enfants se sont inscrits dans de nouvelles écoles sous le nom de jeunes filles de leur mère. De vieux amis et voisins ont reçu l'ordre de ne jamais communiquer d'informations sur leur localisation. La famille, qui avait autrefois l'habitude de partager sa vie sur les réseaux sociaux, vivait désormais dans la crainte constante d'être retrouvée par des étrangers en colère qui pensaient que Derek avait trahi la communauté automobile. Ils sont devenus des fantômes effacés du monde qu'ils connaissaient autrefois. Les personnes qui avaient travaillé avec Derek ont dû faire face à des conséquences brutales. Son caméraman a perdu sa maison en essayant de payer les frais de justice après avoir été interrogé à plusieurs reprises par les enquêteurs. Un collaborateur de longue date qui était apparu dans des dizaines de vidéos du garage Vice Grip a déménagé au Canada pour échapper à l'association avec le scandale. Plusieurs amis qui avaient investi dans le projet de voiture classique ont déposé le bilan lorsque leurs actifs gelés n'ont pas pu être récupérés. Un partenaire commercial a été tellement déprimé par les dégâts financiers et de réputation qu'il a complètement abandonné l'industrie automobile et a pris un emploi dans la construction pour repartir à zéro. Les grandes marques qui avaient sponsorisé le contenu du garage Vice-Grip ont lancé leurs propres enquêtes internes pour déterminer si elles avaient à leur insu encouragé des activités criminelles. Les équipes juridiques ont passé au peigne fin chaque contrat, chaque placement de produit, chaque dollar qui avait changé de main. Certaines entreprises ont dû faire face à des poursuites de la part d'investisseurs qui affirmaient que le scandale Derek Bierry avait porté atteinte à la valeur de la marque. Les responsables du marketing, qui s'étaient fait les champions du partenariat avec le garage Eto, ont vu leur jugement remis en question et leur carrière bloquée. L'ensemble du secteur du marketing d'influence a connu un effet de refroidissement, les entreprises étant terrifiées à l'idée de soutenir le mauvais créateur. Le marché des voitures classiques a lui-même souffert d'une paranoïa et d'une méfiance généralisée. Les acheteurs sont devenus méfiants à l'égard de chaque transaction, exigeant une documentation excessive et la vérification d'un tiers même pour les achats de routine. Les vendeurs se sont sentis offensés par l'implication que leurs documents pouvaient être frauduleux. Les transactions légitimes ont échoué parce qu'aucune des parties ne pouvait plus faire entièrement confiance à l'autre. Les valeurs ont chuté pour certaines marques et certains modèles qui avaient été présentés dans la collection de Derek. Les compagnies d'assurance ont augmenté les primes pour les véhicules de collection, invoquant un risque de fraude accrue. L'enthousiasme et la joie qui caractérisaient le hobby ont été remplacés par la peur et une remise en question constante. Les chercheurs universitaires et les analystes des médias ont trouvé l'histoire de Derek irrésistible en tant qu'étude de cas. Les universités qui dispensent des cours sur la culture numérique, les relations parasociales et la célébrité moderne ont utilisé l'effondrement du garage comme exemple principal de la rapidité avec laquelle la perception du public peut basculer. Des articles ont été publiés pour analyser la rapidité et la férocité de l'annulation de Derek. Des documentaires ont été prévus pour examiner comment quelqu'un qui avait des millions de partisans pouvait être détruit de manière aussi complète en quelques mois.
Derek est devenu un conte de prudence enseigné aux créateurs de contenu en herbe. Construisez votre empire avec prudence, car la même visibilité qui vous rend célèbre vous rend vulnérable. Mais la révélation de Robert Callahan sur les premières falsifications a changé radicalement la conversation. Des journalistes indépendants spécialisés dans les affaires de condamnation injustifiée se sont emparés de l'affaire et ont commencé à enquêter de manière agressive. Ils ont découvert d'autres victimes du même réseau de fraude, des personnes qui avaient signalé des documents suspects des années avant l'affaire de Derek et qui avaient été ignorés par les autorités. Les communautés en ligne qui avaient autrefois célébré la condamnation de Derek ont commencé à se demander si la justice avait réellement été rendue. Des pétitions ont circulé pour demander une nouvelle enquête officielle. D'anciens procureurs sont apparus dans des podcasts pour admettre que l'affaire méritait d'être réexaminée. Le mouvement en faveur de la disculpation de Derek s'est développé lentement mais sûrement. Des groupes de défense des droits se sont intéressés à l'affaire en tant qu'exemple de la manière dont les défaillances des forces de l'ordre peuvent détruire des vies innocentes. Des documentaristes ont interrogé Callahan et d'autres témoins qui avaient tenté d'avertir les autorités de l'opération de falsification. De nouvelles preuves ont continué à faire surface. Plus de rapports de police ignorés, plus de victimes, plus de preuves que Derek était tombé dans un piège qui avait été tendu bien avant son arrivée. Le récit passait de Derek en tant que cerveau criminel à Derek en tant que victime la plus visible d'un système qui avait laissé tomber toutes les personnes impliquées. Pendant ce temps, Derek était assis dans une prison de haute sécurité, regardant des étrangers se battre pour la justice qu'il ne pouvait pas se battre, lui-même se demandant si la vérité comptait vraiment lorsqu'il était trop tard. Réflexion finale. L'histoire de Derek Bierry refuse de trouver une conclusion satisfaisante parce que la vérité reste éparpillée entre des rapports de police ignorés, des témoins manquants et des questions sans réponse. Elle constitue un avertissement brutal sur ce qui se passe lorsqu'une confiance aveugle rencontre une vulnérabilité juridique à l'ère des poursuites judiciaires sur les médias sociaux. Derek a fait confiance à ses partenaires à la paperasserie et au fait que tout faire publiquement le mettrait à l'abri d'accusations de malversation. Chaque hypothèse s'est avérée catastrophiquement fausse. La frénésie médiatique qui l'a détruit a révélé quelque chose de troublant sur la justice moderne. Le tribunal de l'opinion publique s'est déplacé plus rapidement et a frappé plus fort que n'importe quelle procédure judiciaire. Derek a été condamné dans des millions d'esprits avant même qu'un jury n'ait entendu des preuves. Les mêmes plateformes qui ont construit son empire sont devenues des armes qui l'ont démoli en quelques jours. La célébrité qui a mis des années à se construire s'est évaporée en quelques heures, remplacée par un récit qui se souciait plus du drame que de la vérité. L'héritage de Derek reste complexe et douloureux. Pour certains, il reste la figure inspirante qui a prouvé que la passion et la persévérance pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Pour d'autres, il est une mise en garde contre les dangers d'une confiance trop facile et d'un mouvement trop rapide. La plupart des gens se souviennent simplement de lui comme du type qui est allé en prison, les détails étant brouillés par le temps et les récits concurrents. Mais l'émergence de Robert Callahan en tant que second acheteur ajoute une couche qui ne peut être ignorée. Son témoignage prouve que des avertissements ignorés et des crimes négligés ont directement contribué à la chute de Derek. Elle suggère que les vrais criminels sont toujours là probablement en train de mettre en œuvre les mêmes stratagèmes, tandis que Derek paie le prix des défaillances des forces de l'ordre qui ont précédé son implication de plusieurs années. La vérité finale est inconfortable. La justice reste incomplète jusqu'à ce que chaque élément négligé soit mis en lumière. Jusqu'à ce que les autorités qui ont ignoré les avertissements de Callahan aient à répondre de leurs actes, jusqu'à ce que le partenaire disparu ait à répondre de ses actes, jusqu'à ce que le système admette qu'il a détruit un homme qui n'était peut-être coupable que d'avoir mal choisi son moment et d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. En attendant, l'histoire de Derek Bierry nous rappelle une fois de plus que parfois, la vérité importe moins que la personne qui est blâmée en premier. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. À la prochaine fois.